Allez, bonjour à tous. Cette CS Academy, elle est un peu particulière, hein, puisque là, on est vraiment sur un thème. Alors, on essaie d'explorer à travers les CS Academy, pour ceux qui ne connaissent pas, tous les mois, un thème complètement différent et utile à la gestion de vos entreprises. Donc, des thèmes qui sont soit des thèmes sur la gestion du personnel, sur la fiscalité. Alors, ma mémoire est toujours faillible. Donc, les derniers thèmes, ça a été sur l'expatriation, sur les contrôles URSSAF, le contrôle fiscal. Bon, il y en a eu d'autres, hein, ça fait maintenant 3 ans qu'on a cette initiative et qu'on la poursuit, d'avoir un thème par mois qu'on aborde avec vous pour éclairer sur la gestion de l'entreprise. Celui-ci est un peu particulier parce qu'on est complètement là dans la comptabilité, dans l'actualité aussi, puisque autant il y a quelques mois, on avait fait une même CS Academy sur la facturation électronique, vous étiez déjà nombreux, mais on voyait, et puis c'est le message qu'on voulait envoyer, il n'y avait pas urgence parce qu'on était encore dans un brouillard assez épais sur ce sujet-là. Là, les choses sont beaucoup plus précises aujourd'hui. Alors, sont beaucoup plus précises avec des zones d'ombre qu'on va voir, mais en tout cas, il y a un peu plus urgence puisque vous allez voir sur le déroulé, tout commence le 1er septembre prochain. Allez, je vais essayer de tenir le timing, ça aussi, ça va être le challenge. On y va. Déjà, un focus sur pourquoi, enfin où on en est et pourquoi ça nous arrive. Alors c'est pas une aventure française, hein, c'est pas une aventure uniquement française ou de la surcomplexité française. Pour le coup, c'est un mouvement qui est européen et on est plutôt dans le dernier wagon. Ça c'est quelque chose aussi à savoir. Beaucoup de pays en Europe sont déjà passés à la facturation électronique, certains depuis même de nombreuses années. Là, on fait partie plutôt du dernier wagon, même s'il y en a derrière nous encore. Les plus récents, alors ils sont même pas marqués, parce que vraiment, j'avais une slide avec plein de drapeaux, mais c'était un peu moins lisible. Le dernier en date, c'est au 1er janvier, la Belgique. La Belgique est passée à la facturation électronique d'un coup, de façon un peu plus franche que ce que vous allez découvrir avec nous, peut-être même un peu plus simple que ce qu'on a fait en France. Mais voilà, c'est la dernière expérience qu'il y a. D'une manière unanime, autant les entreprises d'ailleurs que les experts comptables, mais surtout les entreprises, qui sont dans les pays qui sont déjà passés à facturation électronique, de façon assez unanime, ne reviendraient jamais en arrière. Ça, c'est aussi un message à envoyer parce que ça peut paraître, alors ça va être déstabilisant et ça va être un changement, hein, mais c'est un changement quand même pour du bien, pour du moderne et pour quelque chose qui fonctionne, en tout cas dans d'autres pays, quand même assez bien. Donc voilà, tout commence pour nous en 2026 pour la réception pour les TPE-PME. Et on va rentrer dans le détail puisque, vas-y, voilà, puisque il y a deux choses, enfin deux dates à retenir vous concernant, hein, concernant donc toutes les TPE et les PME. C'est le 1er septembre 2026 pour l'obligation de recevoir les factures de manière électronique. Donc, hein, on va naviguer pendant la présentation entre recevoir et émettre. Donc là, la première obligation, c'est celle de recevoir les facturations électroniques. Et l'obligation suivante, qui est le 1er septembre de l'année prochaine, hein, 2027, l'obligation est de envoyer les factures électroniques. Alors pourquoi les deux? Pourquoi les deux? On est en tout cas, nous, d'avis de justement utiliser ce délai. D'utiliser ce délai, et je pense qu'on peut le voir sur la slide suivante. Voilà, c'est notre avis, c'est vraiment de prioriser. On a vraiment deux types d'enjeux et deux types d'organisations qui sont un petit peu, qui sont même complètement différentes entre recevoir une facture, la valider, on va voir ce schéma de validation, et émettre une facture et l'encaisser. C'est deux schémas qui sont assez différents. Comme on a une obligation, comme on a cette première obligation de réception, ce qu'on aimerait, enfin ce qu'on pense nous de notre côté, c'est déjà de profiter de cette première occasion de recevoir des factures, de s'acclimater et bien prendre en main le système de la facturation électronique. Il y a un petit enjeu derrière, hein, un petit enjeu justement technique qui change un peu la vie des entreprises. C'est-à-dire une entreprise jusque-là reçoit des factures qui viennent d'à peu près partout, hein, sur sa boîte mail, dans sa boîte aux lettres, sur des espaces privés. Enfin, il y a des factures qui gravitent un petit peu partout. Des cycles, enfin des méthodes pour les valider et les comptabiliser qui diffèrent entre chaque entreprise. Il y en a certaines qui mettent un tampon dessus, ok, j'ai bien reçu la marchandise ou je suis OK pour payer, d'autres qui ne regardent absolument pas les factures et qui regardent le compte bancaire. Voilà, on a des types d'organisations qui sont complètement différents entre entreprises. Là, on a un moyen, par la facturation électronique, d'avoir un tuyau un peu commun, une méthode un petit peu commune, et les obligations nous guident, les obligations qui sont autour de la réception et de la facturation électronique
nous guide vers une organisation qui est peut-être un peu plus structurée. On va voir pourquoi. Mais en tout cas, notre avis, hein, retenez-le. Alors évidemment, c'est pas un avis ferme, c'est-à-dire pour ceux qui souhaitent ou qui sont prêts ou qui font déjà, enfin qui utilisent déjà certains outils. Évidemment que si vous êtes prêt, il faut le faire, il faut émettre des factures aussi. Mais disons que ne vous forcez pas la main justement à devoir faire les deux changements d'un coup si jamais vous n'êtes pas encore à l'aise avec le premier changement qui est celui de recevoir des factures par le nouveau système. Ça, c'est un message qui est un message, pour le coup, un message du cabinet. Tous les autres pays, les pays qui sont passés déjà à facturation électronique, ont tous choisi un mode d'organisation différent. Mais il y a quand même beaucoup de pays qui ont choisi un mode d'organisation comme l'Italie à côté de nous, la Belgique, avec une plateforme unique pour le pays, gérée par l'État généralement, mais une plateforme unique sur laquelle toutes les entreprises doivent déverser leurs factures. C'est un peu, enfin, il y a beaucoup de pays qui ont fait ce choix-là. C'était le choix au début de la France, pour le coup, il y avait une plateforme publique de facturation qui était prévue en parallèle de celle du secteur privé, qui devait en gros donner un socle commun à toutes les entreprises qui devait permettre justement de passer ce cap de la facturation électronique avec une plateforme d'État, hein, pour le coup. Alors, il y a eu deux raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait. Bon, la première, vous vous en doutez, c'est le budget. C'est-à-dire que devant le coût justement de cette plateforme et devant surtout la sécurité qu'il faut apporter à tous les documents de France, hein, pour le coup, ils ont renoncé. Mais il y avait aussi une deuxième expérience qui était un peu concomitante justement à cette prise de décision, c'était, certains en ont entendu parler, le guichet unique. Il y en a qui ont entendu parler du guichet unique d'ailleurs? Non, pas du tout. Très bien, bon, nous, ça nous a pollué la vie. C'est bien que vous n'en ayez pas entendu parler, ça veut dire qu'on a absorbé la difficulté. Le guichet unique, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire les formalités qui sont faites autour des entreprises, toutes les formalités qui sont faites autour des entreprises devaient être faites dans les grèves du tribunal de commerce, dans les chambres d'agriculture, enfin un peu partout, il y avait des moyens de faire des formalités un peu partout. Ils ont voulu tout recentrer, et c'est une bonne idée, hein, tout recentrer dans un système informatisé, et ça a mis quelques années à vraiment fonctionner, et ça a pénalisé pour le coup l'économie dans les premiers mois, puisqu'on ne pouvait plus créer de société, on ne pouvait plus faire de modifications pendant de très longs mois. Donc, comme le choix s'est fait un peu concomitamment, on pense que ça a pesé sur leur décision de tout confier au secteur public. Et c'est la particularité française sur laquelle justement je voulais insister, puisqu'elle elle rend ce passage à la facturation électronique un peu particulier. Donc, l'État n'a pas fait de plateforme unique de facturation électronique et a laissé l'intégralité du sujet au secteur privé. C'est une des particularités françaises et elle impacte pas mal ce qu'on doit faire aujourd'hui et dans quelle justement situation on est aujourd'hui. Quand on dit qu'ils l'ont donné au secteur privé, vous avez tous entendu, est-ce que certains n'ont pas entendu parler de PA, de plateforme agréée? Bon, ça veut dire que tout le monde a entendu parler. Voilà, c'est des plateformes qui font office justement de fonctionnement qui font office justement de plateformes de facturation électronique. Il y en a 140 ou 140, 45, je ne sais plus, qui ont été immatriculées, qui ont été agréées par l'État. Donc vous voyez la concurrence qui se crée un peu immédiatement. Autour de chacune d'entre elles, de ces 140, il y a des budgets colossaux pour justement avoir les prérequis techniques. Donc c'est des boîtes qui ont investi des millions pour devenir des plateformes agréées. Donc chacune d'entre elles essaye absolument, bonjour, chacune d'entre elles, c'est notre particularité française, va faire la course au flux, va faire la course au client à partir, enfin elle est déjà en cours, mais disons, à partir de cette année et sur l'année prochaine. Donc on a une ambiance de passage à facturation électronique qui est un peu atypique en France, puisque dans d'autres pays, autant l'État donnait le message et donnait les instructions, ici il y a tellement de millions, enfin en France on a tellement de millions en jeu dans tout ce nouveau business, que le message est un peu biaisé par cette situation parce que on est assailli de publicités, de communication, de commerciaux qui essayent de caser leur plateforme. Voilà. C'est un peu la particularité française. On l'a bien mis en avant ici parce que ça influe justement sur votre future organisation et les choix qu'il faut faire. Les 3 points d'attention qu'il y a là-dessus, hein, je les ai notés. On va avoir un sujet lorsqu'on fait un choix de plateforme agréée, de pérennité.
Il est tout simple, hein, il y a 140 plateformes qui ont été agréées. Il serait à peu près normal que les 2 tiers aient disparu d'ici 2 ou 3 ans, parce qu'elles n'ont pas assez de flux, parce qu'elles n'ont pas pu rentabiliser leurs investissements. Il y a un sujet de rentabilité, de pérennité justement des plateformes agréées. C'est un des points d'attention sur le choix d'une plateforme. Le deuxième, c'est le business model. Le business model, c'est-à-dire la tarification, comment ils vont gagner leur vie. Parce que toutes ces plateformes ont fait des investissements, comme je le disais, colossaux. Ils vont devoir gagner leur vie, donc il faut être vigilant aux business models qui paraissent un peu étonnants. Des plateformes alors gratuites, des plateformes vraiment pas chères pour le coup. Parce que si elles sont gratuites, si elles ne sont pas chères, ça veut dire que soit les données sont utilisées à d'autres fins, soit il y aura des ventes additionnelles un peu forcées pour pouvoir rentabiliser la plateforme. Donc voilà, c'est un peu les messages qu'on veut aussi envoyer sur les plateformes agréées. Donc qu'on s'appelle la pérennité de la société elle-même et la clarté du business model. Après, il y a un côté positif aussi, c'est le troisième point, c'est les fonctionnalités. Toutes ne vont pas avoir les mêmes fonctionnalités et certaines vont proposer des fonctionnalités qui peuvent être attractives pour la gestion de votre entreprise. Donc elles auront un coût forcément, mais il pourrait y avoir des plateformes qui auront des singularités, qui auront des particularités intéressantes pour la gestion. Voilà le petit point qui en découle de ce choix qui est à l'origine le choix de l'État, hein, de ne pas avoir fait de plateforme unique pour la France et d'avoir laissé l'intégralité du sujet au secteur privé. C'est un petit peu la conséquence. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la facturation électronique. Qu'est-ce que c'est en fait? Vous allez voir les 3 prochaines slides, ce sont les 3 cas qu'il faut retenir justement, qu'il faudra vraiment retenir à la fin de cette présentation. C'est les 3 cas de facturation que vous pouvez rencontrer. Le premier, c'est vraiment le cas, on va dire, alors j'allais dire principal, pas forcément en nombre, mais en tout cas, c'est ce pourquoi la facturation électronique a été conçue. C'est celui-ci, le e-invoicing. Alors ils ont pris les termes anglais parce que c'est une réforme européenne, mais le plus important à retenir, c'est que c'est la situation dans laquelle un professionnel facture à un autre professionnel. Pour aller plus dans le détail, quelqu'un qui est assujetti à la TVA facture à quelqu'un qui est assujetti à la TVA. Donc ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing, et c'est un peu le cas général de la facturation électronique. On a pour ce cas-là, pour l'illustrer, ce modèle, le petit dessin qui est en dessous, c'est ce qu'on appelle le schéma, alors il a un nom là maintenant, le schéma en Y, c'est-à-dire ça illustre justement le fonctionnement français, hein, pour le coup, de la facture électronique. Vous avez 2 entreprises, l'entreprise A et l'entreprise B, donc disons vous et votre client professionnel, vous devez émettre une facture à l'entreprise B, qui est un autre professionnel. Avant, que vous faisiez une facture, vous l'envoyez par mail. Là va être le changement, c'est que votre facture à vous, émetteur, va être déposée dans votre plateforme agréée, hein, la vôtre. La plateforme agréée, elle, son travail, ça va être de regarder si la facture est conforme, si elle a toutes les bonnes informations. Déjà, il y a un petit, alors je le glisse, mais parmi tous les audits que l'on est en train de faire, je vous parlerai des audits juste après, il y a pour certains un petit gap à passer, hein, d'avoir une facture conforme avec les mentions et les mentions qui sont obligatoires. Donc votre plateforme agréée va regarder si la facture est conforme et elle va aller consulter donc dans un annuaire central, l'adresse de facturation, enfin l'adresse de la plateforme agréée de votre client. Elle va aller chercher donc automatiquement, sans que vous le sachiez, où elle doit envoyer cette facture. Et votre plateforme agréée, une fois qu'elle aura trouvé la correspondance, va envoyer à la plateforme agréée de votre client la facture en question. Évidemment, ça se passe instantanément, hein, pour le coup, ça va être aussi l'intérêt d'une réforme comme ça, et ce pourquoi les autres pays n'ont pas envie de revenir en arrière. C'est qu'il n'y a plus de délai entre dans la transmission de la facture, et surtout on est d'accord avec le fournisseur sur le fait qu'il a reçu, avec le client pardon, sur le fait qu'il a reçu une facture. Donc c'est un peu un des intérêts, hein, sur les délais de paiement et sur les relances de clients, d'avoir cette information commune entre son entreprise et l'entreprise cliente. Donc normalement, hein, à terme, adieu la relance au bout de 15 jours après l'échéance, qui donne simplement un ah, j'ai pas reçu la facture, vous pouvez me la renvoyer, et on repart encore sur un délai. Voilà, ça permet d'éviter justement ce type de sujet, puisque quand on dépose sur notre propre plateforme, on a confirmation qu'elle a été déposée dans l'autre plateforme, celle du client, et que le client en a eu connaissance.
Alors, ça c'est le premier flux, hein, le flux qu'il y a entre le fournisseur et son client. Le deuxième flux, et c'est un peu pour ça que l'État et que l'Europe, d'une manière générale, a aussi lancé ça, c'est qu'il y a un deuxième flux. Alors, ce n'est pas la facture à proprement parler, mais c'est les données de la facture qui part dans le PPF, le portail public de facturation. C'est le portail de l'État qui va être un concentrateur de données. Lui va concentrer les données de tout ce que facture tout le monde en France entre professionnels. Le but, alors c'est vrai que j'ai même pas commencé comme dans l'autre présentation par le but de tout ça, mais parce que je pense qu'il est évident, le but c'est la TVA. C'est la TVA, c'est le sujet de la TVA, c'est-à-dire d'éviter que de la TVA qui doit être collectée ne soit pas reversée à l'État et de la TVA qui n'existe pas et déduite par quelqu'un. Voilà, c'est d'être d'accord entre l'émetteur et le récepteur de la facture sur l'existence d'une facture et sur l'existence d'un montant hors taxe et un montant de TVA. Voilà, donc ça c'est le schéma en Y un peu général, c'est comme ça, c'est cette mécanique qu'il y aura derrière votre plateforme agréée en fait. Donc vous déposez, hein, je résume, mais vous déposez votre facture sur votre plateforme agréée à vous, elle fait le travail d'aller chercher l'adresse de la plateforme agréée de votre client, lui envoie la facture, et en même temps envoie un flux d'informations sur le contenu de la facture à l'administration. Alors je résume, hein, puisque en bout de chaîne, il y a l'administration fiscale derrière le portail, à l'administration fiscale. Le deuxième cas, et c'est le deuxième terme qu'il faut bien retenir, c'est le e-reporting. Le e-reporting concerne les opérations qui ont lieu entre un professionnel, donc toujours quelqu'un qui est assujetti à la TVA, avec son client qui n'est pas assujetti à la TVA. Alors ça peut être plein de choses, hein. On résume un petit peu ici le cas général, ça va être plutôt un particulier, mais ça peut être une association, ça peut être un étranger, enfin une société étrangère, ça peut être des tas de choses, des tas de personnes justement qui ne sont pas des redevables de la TVA. Alors le B2C, là, comme on l'appelle, c'est-à-dire le business to consumer, c'est soumis donc à cette obligation de e-reporting. Comme en face, il n'y a pas de client qui a une plateforme agréée. Il y a un particulier, comme vous et moi. Vous et moi, on n'aura pas de plateforme agréée, hein, pour recevoir des factures. Comme il n'y a pas de plateforme agréée, là, le flux est un peu plus simple. Le flux, c'est je dépose périodiquement, enfin, j'émets ma facture, j'émets mon ticket de caisse, ma facture, enfin, peu importe ce que je faisais comme avant, en fait, à mon client particulier. Et il y a un flux qui est lui périodique, c'est pas unitaire, c'est pas à chaque opération, c'est périodique, ça peut être par décade, par mois, ou par 2 mois d'ailleurs, ça dépend des régimes. Il y a un flux donc périodique qui part à l'administration fiscale sur l'intégralité, enfin sur le montant des ventes et le montant de la TVA collectée. Voilà le flux qui les intéresse. Alors ça c'est un peu une nouveauté puisque jusque-là, effectivement, c'est totalement déclaratif. C'est on a une déclaration, nous, de chiffre d'affaires mensuel, trimestriel, enfin, ça dépend des régimes fiscaux, mais elle est purement déclarative. Là, il va y avoir ces mêmes déclarations qui seront automatiques à partir des logiciels de caisse, de caisse ou de facturation, mais à des échéances qui sont beaucoup, beaucoup plus courtes, pour le coup. Voilà le deuxième type d'obligation. Je le précise dès maintenant, même si avant de vous donner le troisième, hein, qui est enfin, qui est un des autres cas, euh, une entreprise n'a pas un flux unique, hein. Je pense, enfin, au fur et à mesure que j'ai parlé, je pense que vous avez imaginé pour votre propre entreprise, n'est pas soit 100% B2B, soit 100% B2C. Donc elle n'a pas que de la facturation électronique, que de l'e-invoicing ou que de l'e-reporting. Dans beaucoup d'entreprises, il y a à la fois des clients professionnels et des clients particuliers. Donc, c'est-à-dire que dans l'organisation de vos entreprises, vous devez être capable de gérer les deux flux, à la fois le e-reporting et à la fois le e-invoicing. Voilà, c'est un peu la particularité. Donc, le flux ne dépendra pas de ce que vous vendez, mais à qui vous le vendez. Alors, pareil, je reparlerai encore des audits, hein, tout à l'heure, mais Jérôme nous a rejoint, c'est lui qui est en charge de ce travail-là. Ce qui ressort des audits, c'est toutes les difficultés un peu techniques qu'on peut imaginer, hein. Un négoce de matériaux parmi nous, le client particulier qui passe à la caisse et qui dit je suis un particulier, qui va dans sa voiture, qui se fait engueuler par son associé parce qu'il dit qu'il fallait le mettre sur la SCI et qui retourne justement dans le magasin, qui dit finalement je suis un professionnel. Voilà, comment ça se passe?
Donc voilà, il va y avoir beaucoup de petites difficultés comme ça autour d'un fonctionnement qui a l'air d'être assez normal. Il y aura pas mal de petites difficultés comme ça, et ces difficultés, on les appelle très poétiquement, enfin on les appelle, l'État les appelle très poétiquement les cas d'usage. C'est aussi un terme à retenir. Voilà, les cas d'usage, ça veut dire toutes les difficultés qu'il peut y avoir autour de la facturation électronique. Il y en a 44 d'identifiés à ce stade, avec une réponse pour chacun. Mais on va en découvrir d'autres dans la pratique. Au fur et à mesure, on va en découvrir encore d'autres. Voilà, on a vu le premier qui était le e-invoicing, le deuxième qui est le e-reporting, le troisième, c'est la dispense, c'est-à-dire c'est quand on n'a rien à faire. Alors ça c'est le bon cas, hein. Bon, je crois que et il y a certaines professions qui ne facturent pas de TVA. Alors dedans, il y a plein de choses, hein. Vous savez, c'est le code général des impôts, donc il y a vraiment de tout et un petit peu partout. Mais dans les grands cas qu'on connaît, il y a le médical, l'assurance, la banque. Voilà, c'est un peu les grands cas que l'on connaît qui ne facturent pas de TVA, qui ne sont pas des assujettis de TVA. Si eux ne sont pas assujettis à la TVA, pardon? Et non, l'autoliquidation, c'est un des cas un peu tordus. C'est-à-dire l'autoliquidation, on est assujetti à TVA et on facture en fait de la TVA, mais on ne l'encaisse pas. C'est comme ça qu'est tourné le code général des impôts. On est dispensé de l'encaisser puisque la personne qui est après est certaine de la déduire. Enfin, c'est pour ça que ça existe l'autoliquidation. Mais l'autoliquidation n'est pas concernée par cette exemption là justement. Tous les cas de autoliquidation d'ailleurs, parce qu'il y en a plein des différents. La dispense, voilà, c'est revenu. La dispense, donc, ça concerne ceux qui ne facturent pas de TVA. Alors, s'ils ne facturent pas de TVA, ils n'intéressent pas trop le système de la facturation électronique, donc ils n'ont rien à faire en émission. Mais, et c'est ça un des points qui est difficile à comprendre pour des entreprises ou des entrepreneurs qui n'ont pas l'habitude de gérer de la TVA, mais en revanche, ça ne les exonère pas de devoir quand même recevoir les factures, puisqu'ils restent un professionnel. Leur TVA à eux, elle existe, c'est simplement qu'ils n'ont pas le droit de la déduire. Mais elle existe, la TVA qu'ils reçoivent, enfin, qui est portée pardon, sur les factures qu'ils reçoivent. Donc il y a une exemption pour l'émission, mais pas pour la réception. Voilà, ça c'est un des cas un petit peu tordus, hein, qui existe autour du système de la facturation électronique. Voilà les trois cas. Les trois cas, hein. E-invoicing, e-reporting et l'exemption. Dans chacun de ces cas, le sujet qui va concerner plus votre fonctionnement interne de l'entreprise, hein, c'est ce qu'on appelle les statuts de la facture. Alors, on a vu le flux tout à l'heure de deux factures qui sont échangées entre deux professionnels. Chacun a sa plateforme agréée de son côté. L'un a envoyé la facture sur sa plateforme agréée. Il va la voir apparaître comme reçue. Alors il y a d'autres statuts que je passe. Il y a des statuts d'erreur, le format n'est pas bon, etc. Mais je vais considérer une facture qui est conforme et qui fonctionne très bien. Sur sa plateforme agréée, il aura la mention comme quoi sa facture a été reçue, c'est-à-dire elle a été correctement déposée sur la bonne plateforme agréée du bon client au bon endroit. Donc ça va être un format, ça va être quelque chose où vous n'aurez rien à faire, hein, forcément, c'est le travail de la facture de la plateforme agréée. Lorsque vous recevez une facture, oui c'est vrai, on est sur les cas de lorsqu'on reçoit une facture. Donc, lorsque vous recevez une facture, il y aura quelque chose à faire. Il y aura quelque chose à faire qui est un peu, on va dire la nouveauté. La nouveauté dans ce monde de la facturation électronique où le canal, il nous est imposé. Là, aujourd'hui, vous recevez une facture qui ne vous concerne absolument pas. Aujourd'hui, hein, si vous recevez par la poste, par mail, quoi que ce soit, une facture qui ne vous concerne absolument pas, alors si vous êtes gentil, vous envoyez un mail à la personne qui vous l'envoyer en disant « je ne connais pas, c'est pas pour moi », mais certains font le raccourci, ils mettent tout ça à la poubelle. Demain, avec un fonctionnement avec une plateforme agréée, on ne peut pas trop faire ça. C'est-à-dire quelqu'un vous émet une facture, il a votre numéro SIRET, il vous envoie une facture, elle existe cette facture. Et elle arrive sur votre espace, c'est-à-dire dans votre plateforme agréée, elle est arrivée, elle est là. Donc ont été créés plusieurs types de statuts. Voilà les trois qui sont là ici, rejetés, en litige ou suspendu, qui sont deux statuts différents avec une petite différence, ou approuvés. Et ça va être à celui qui reçoit la facture, à l'entreprise qui reçoit la facture, de mettre un des statuts sur cette facture. Pour le cas général, hein, évidemment, il va l'approuver, il va dire OK, je l'ai reçu, OK, elle est bien pour moi, je n'ai rien à dire dessus, donc ça va être vraiment le cas général forcément. Mais si par exemple elle ne correspond pas du tout à votre entreprise, si vraiment c'est une erreur,
Il y a le cas extrême, ça va être le statut un peu extrême, de rejeter. La facture, dans ce cas-là, n'existe plus. Elle est mise à la poubelle. Lorsque vous avez émis une facture avec votre fournisseur, d'ailleurs, la met comme refusée, elle n'existe plus non plus. Et il y a les deux cas qui seront peut-être les plus courants de discussion, ça va être les en litige ou suspendus. Suspendus, ça vise les cas où il n'y a pas de litige, il n'y a pas de souci, mais il y a besoin d'une précision, il y a besoin d'un document, d'une validation, d'un document quelconque à propos de la prestation. Donc là, elle est suspendue. Et si elle est en litige, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a un problème sur une ligne ou sur la totalité de la facture. Et c'est ça, on va dire, le fonctionnement, l'intérêt justement du fonctionnement qu'il va y avoir avec cette facturation électronique, c'est ce lien constant et permanent qu'il y a entre client et fournisseur. Si vous voyez qu'une facture donc, est mise en litige par votre client, vous savez qu'il y a un sujet. Ce ne sera pas au moment de la relance, en voyant qu'il n'a pas payé, que vous verrez qu'il y a ce sujet-là. Si vous voyez qu'elle est refusée, bon, vous avez tout de suite l'information et vous appelez tout de suite la personne concernée. Mais ça va être ce lien justement qu'il y a entre client et fournisseur qui va être plutôt un plus et qui est apprécié on va dire, dans la réforme de la facturation électronique au sens large, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on commence à voir arriver. Donc ça, c'est le côté réception d'une facture. Lorsqu'on envoie une facture, on a à peu près les mêmes étapes pour le coup. Donc on va avoir un statut de notre facture qui sera déposé sur notre plateforme agréée. Donc évidemment géré par la plateforme, ça sera fait de façon automatique puisque c'est géré par la plateforme. Il y aura le statut de facture pris en charge, ça veut dire que la plateforme agréée l'a reçu et l'a mis à disposition de son client, enfin de votre client. Il y aura les statuts, évidemment, je ne reviens pas dessus sur les acceptés, etc., mais qui sont vraiment pas de votre fait, mais du fait du client, qui est géré par le client. Et il y aura, et ça c'est le point que l'on a à gérer lorsqu'on est émetteur d'une facture, c'est est-ce qu'elle a été complétée, refusée, ou est-ce qu'elle a été encaissée. Voilà, il faudra indiquer si elle a été encaissée. C'est un peu l'information qui intéresse pour le coup l'État. Alors, elle intéresse l'État pour une raison simple, c'est que notre système donc, de TVA, parce que c'est encore la TVA, pour les livraisons de biens, la TVA doit être versée immédiatement. Pour la prestation de service, la TVA doit être reversée à l'État au moment où la facture est payée. C'est deux régimes qui sont différents. C'est pour ça que la mention est-ce que la facture a été payée intéresse l'État et pour ça que c'est une des mentions obligatoires, un des statuts obligatoires pardon, de la facturation électronique. Voilà, j'espère que j'ai perdu personne à ce stade. Donc, bon, 3 types de flux. Chaque flux, chaque pièce envoyée, il y aura des statuts différents. Bon là, je répète, mais ces statuts et les deux slides qu'on vient de voir, c'est uniquement pour le B2B. C'est lorsque lorsque c'est un échange entre deux personnes qui ont une plateforme agréée, donc deux professionnels. Le B2C, il n'y a pas tout ce système justement d'acceptation, etc., puisque la prestation a déjà eu lieu, et c'est simplement un reporting. C'est un e-reporting, c'est justement, on indique uniquement le chiffre d'affaires et la TVA qui a été faite. Bon, je suis obligé de parler des sanctions, parce que, sur les sanctions, si on ne veut pas faire la facturation électronique, comme le système est fait pour fonctionner, pour que le système fonctionne, il faut que tout le monde s'y mette. Donc, la France a mis un dispositif de sanctions assez fort pour le coup, pour la facturation électronique. Donc, deux cas, le e-reporting, e-invoicing, donc ça se voit pas beaucoup. Le invoicing pour chaque facture qui n'est pas conforme, qu'on émet après l'obligation, c'est 15 € de pénalité par facture. Donc la sanction est vraiment très forte, elle est incitative. Bon, avec un maximum de 15 000 €, mais quand même, ça fait quand même un montant important. Alors n'oubliez pas de mettre au regard ce que je viens de dire, là, de sanctions par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas la peine de se précipiter sur l'émission. C'est pas la peine de se précipiter complètement sur l'émission. Il faut en premier s'habituer sur le fonctionnement des plateformes agréées, avoir accepté des factures, regarder comment ça se passe, avoir l'habitude de son logiciel de plateforme agréée pour après commencer l'émission. Si vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt, il n'y a pas de sujet. Et pour le e-reporting, lui, c'est pas au nombre de flux, puisque on est plus dans le commerce, en tout cas dans le rapport avec les particuliers. Ça va être par nombre de flux que l'on n'a pas fait. Donc ça va être 250 € par transmission de données omises. Donc si on
on a une transmission à faire tous les 10 jours, bah, ça pourra faire des montants aussi qui seront importants. Bon, voilà pour les sanctions, j'étais obligé de le dire, hein. C'est un peu le sujet sur lequel, un peu le message que je voulais aussi envoyer. Notre particularité française, hein, je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir confié ça donc, à des entreprises privées. C'est très bien, hein, ça veut dire que ça va marcher. Mais on a quand même ce que moi j'appelle un bruit commercial qui est au-dessus de tous les discours qu'on peut avoir nous. Pour nous, l'essentiel n'est pas tant l'outil, ça va pas être une question de l'outil, ça va être une question justement de savoir comment fonctionne toute cette facturation électronique, connaître les cas d'usage et savoir ce qu'on doit faire sur le fond. C'est ça l'enjeu pour nous, un cabinet d'experts comptables, hein, face à des dirigeants qui vont devoir gérer tout ça. Comme on a 140 plateformes agréées, 140 éditeurs de logiciels qui essayent tous de se faire une place dans un marché qui est colossal, on n'a qu'un discours de c'est gratuit, c'est facile, prenez le logiciel et c'est réglé. Et ça, on ne peut pas lutter nous, parce qu'on n'a pas les mêmes budgets de com. Mais c'est pas l'essentiel pour nous, hein, c'est pas l'essentiel de prendre un logiciel. Des logiciels, ils vont en exister, une plateforme agréée, hein, il y en a 140, il en restera moins après, mais il y aura il y aura de tout. Il y en aura des ultra spécialisés, il en existe déjà des spécialisés sur la pharmacie, sur certains domaines comme ça qu'on utilise déjà, hein, d'ailleurs. Mais chacune aura donc une particularité. Donc logiciel, il n'y aura pas de souci. Il y en aura un, faut pas s'inquiéter. En revanche, la mécanique qu'il y a derrière et les cas d'usage, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans l'application, il faut être préparé et il faut savoir y répondre. C'est ça l'enjeu pour nous qu'il y a derrière cette réforme de la facturation électronique. Alors là, je commence à mettre des euros, donc tout le monde va être attentif. Justement, l'enjeu qu'il y a et qu'on déploie depuis un moment. Vous aviez reçu un premier mailing qui vous montrait justement ce qu'on allait avoir comme démarche. Alors la démarche qu'on a eue, hein, depuis le début, on a passé un an à travailler sur ce sujet de la facturation électronique sans que vous soyez au courant et sans que vous soyez intéressé. Ça, je parle d'il y a un an et demi, là. Parce que c'était un sujet qui était invisible, qui était pour nous important, mais invisible des chefs d'entreprise. Donc on avait commencé à travailler sur ce sujet-là. Puis après, on a fait une première CS Academy sur la facturation électronique avec comme message principal de vous dire d'attendre. Et c'était le cas encore il y a 6 mois, hein, puisque c'était il y a 6 mois cette CS Academy. C'est qu'il n'y avait pratiquement aucune information il y avait encore des informations techniques sur la facturation électronique elle-même qui étaient attendues de la part de l'État, hein, pour le coup, il y a encore 6 mois. Les éditeurs n'avaient aucune offre et aucune offre et aucun aspect concret à nous montrer parce qu'eux-mêmes étaient dans le flou et étaient en attente des informations. Et pour autant, la communication avait déjà commencé sur le fait qu'ils géraient la facturation électronique, ils étaient déjà agréés, etc. Enfin, voilà. Là, depuis quelques mois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé plusieurs outils. On a regardé comment était aussi le business model de ces plateformes agréées qui commencent à surgir. Et ce qu'on a fait, on a fait un choix un peu pragmatique. Alors je commence par la partie de droite du coup. On a fait un choix pragmatique qui est qu'on a un outil qui s'appelle Dex que une grande partie de nos clients utilisent déjà en fait, et qui eux ont eu comme approche, et c'est l'intérêt justement qui nous a séduit dedans, d'avoir une approche complètement mixte, c'est-à-dire on gère déjà des documents papier, des documents mail, enfin des documents de la facture traditionnelle, hein, ce qu'on peut appeler la facture d'aujourd'hui. On gère déjà ces documents-là à travers cette plateforme. Ils y ont rajouté de pouvoir réceptionner la facturation électronique en étant eux-mêmes une plateforme agréée. Et les deux se gèrent de la même manière, c'est-à-dire ben, comme beaucoup doivent connaître dans la pièce, de façon très simple, de façon intuitive et très simple. Donc on a fait le choix pragmatique de continuer sur cette plateforme-là, en prenant donc la brique justement de plateforme agréée. Alors ça c'est pour les clients pour lesquels vous externalisez totalement j'allais dire comment s'appelle le sujet de la comptabilité. On a déjà commencé à travailler avec d'autres plateformes agréées, évidemment, hein. C'est pour des clients qui ont d'autres systèmes informatiques ou je veux dire des particularités de leur métier qui font que telle plateforme agréée est beaucoup plus adaptée. Mais disons qu'on a pris vraiment l'option de faire du pragmatique. Le sujet de la formation et comme je disais, le sujet de s'approprier le système de la facturation électronique,
On avait plusieurs choix, soit réunir tous nos clients comme aujourd'hui et faire un cours sur la facturation électronique. Il y a un an, j'aurais dit que c'était possible, vu l'état de connaissance qu'on avait de la facturation électronique qui devait être très simple. Aujourd'hui, on ne pourrait pas vous former aux 44 cas et ça serait stupide parce que chacun, vous avez des cas différents, vous allez chacun avoir des sujets différents. Donc on avait soit de former tout le monde à tous les aspects de la facturation électronique, soit venir dans vos entreprises pour regarder les flux, regarder quel cas vous êtes concerné, regarder votre équipement et ce que vous faites déjà au niveau organisation interne et logiciel. Et on a pris plutôt cette optique-là. Donc ça fait quelques mois maintenant là que Jérôme, alors peut-être, vient peut-être, il devait arriver en cours, mais le voilà. Jérôme Brousse qui gère notre structure s'appelle Adjust, qui s'est formé et qui s'est formé justement sur la facturation électronique et tous ces 44 cas d'usage, qui a bientôt 45, d'accord. Depuis quelques mois, alors vous aviez eu une première communication qui indiquait justement qu'il allait y avoir cet audit de proposer. Donc vous avez été nombreux à demander l'audit, ce qui fait qu'on n'a pas fait plus de communication pour ne pas saturer complètement le planning de Jérôme, parce qu'il en a déjà fait pas mal. Mais voilà, donc c'est Jérôme qui s'occupe, qui est formé pour tous ces sujets d'organisation interne et qui s'occupe de l'audit. Je vous ai parlé de Dext. Alors, je vous ai parlé de pourquoi le choix de Dext, puisqu'on en a exploré quand même pas mal. Ce choix, il est quand même pour le coup, je veux que vous reteniez, assez pragmatique parce qu'il gère ce double flux en fait. Et à l'avoir vu fonctionner, enfin à le voir fonctionner au quotidien, il va gérer, parce que pour l'instant il n'y a pas de facturation électronique dans les tuyaux hein, aujourd'hui, mais il va gérer ces flux de façon, comment dire, quasiment identique. C'est-à-dire on peut avoir le même système de validation sur les factures papier que celui qu'on a sur les factures électroniques. Voilà, donc c'est pour vraiment sa simplicité pour le coup. Je l'ai dit aussi, donc c'est pour ça que on va pouvoir rattraper du temps. Dex n'est pas une obligation aussi, on voulait envoyer ce message-là, c'est-à-dire on va gérer une partie importante quand même du cabinet, ceux où on a la sous-traitance complète, c'est-à-dire on a la comptabilité à faire. Donc il faut que pour le coup, il faut avoir un outil qui est totalement compatible avec notre système et qui soit pratique pour notre système, donc c'est Dext. Mais on a déjà des choix différents qui sont faits dans des entreprises qui ont leur système comptable en interne. Et c'est totalement normal, c'est OK. Hein. Il en existe 140, donc on ne pourra pas tous les connaître. Et d'ailleurs, il y en a qu'on ne verra jamais, hein, pour le coup. Donc on essaye, au fur et à mesure qu'on a comme ça, des plateformes agréées qui apparaissent sur certains de nos clients, on les explore, on regarde comment on peut nous avoir les bonnes informations donc, au bon endroit pour le coup. En revanche, si nous faisons la comptabilité en interne et que vous choisissez une plateforme agréée différente, il y aura pour le coup un surcoût sur la mise en place. Alors, ou pas d'ailleurs, il y a certaines plateformes où il n'y a pas de surcoût, mais il peut y avoir un surcoût sur la mise en place entre notre comptabilité et la plateforme qui est choisie. Voilà, ce qui n'existe pas pour Dex pour le coup. Voilà, c'est terminé. Le dernier point, voilà, j'ai terminé la présentation en elle-même. Pour aller plus loin, on va avoir le plaisir de vous offrir, là, juste quand vous partirez, un exemplaire d'un livre qu'on a édité sur la facturation électronique. Alors, c'est pas un livre technique, j'espère qu'il vous plaira. C'est pas un livre technique, et il est fait justement parce qu'il existe beaucoup d'ouvrages très techniques, très spécialisés, avec les numéros de normes, les numéros de texte, etc. et ce qu'on doit faire. Là, on l'a voulu très pragmatique parce qu'il n'en existe pas qui vulgarise, comme j'ai essayé de faire, qui vulgarise justement le fonctionnement de la facturation électronique. Donc voilà, il est sorti il y a un mois, on aura le plaisir de vous le donner en partant. Si vous avez le courage de le lire, ça sera super. Voilà tout. Et, bon, merci d'avoir été aussi attentif. Ne partez surtout pas, il y a un buffet on continue par un buffet et vous pouvez évidemment venir nous voir, enfin entre Jérôme, moi ou vos correspondants habituels pour continuer à échanger sur le sujet.